France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mardi. Nous sommes sur France Maghreb 2 bien entendu, en ce 10 novembre. Et aujourd'hui pour m'accompagner, un beau duo inédit aujourd'hui, Sarah Frick. Bonjour Sarah. Salut Christophe, bonjour à tous. Sarah, lanceuse d'alerte qui est avec nous, chroniqueuse dans cette émission du LGF. Sarah, je te présente Rudy Kazi. Rudy, bonjour. Bonjour, comment tu vas Christophe? Ça va mon Rudy? Ouais, ça va. Bon, impeccable. T'es arrivé sur le fil du rasoir là. Ouais, tu vois. Il vient juste d'arriver, je balance tout moi. Balance. Je suis cramé. Balance ton poste. Oui, j'ai envie de te dire. Pas aujourd'hui. Alors, Sarah, tu vas nous parler de quoi dans quelques instants? Je vais vous parler de la situation des sans-abri et d'une loi qui existe depuis 1945 qui pourrait régler la situation des 250 000 sans-abri aujourd'hui en France. Ah, alors ça, on est dans le positif quoi. Ah oui, bah si ça s'applique. Oui, absolument. Encore faut-il que ça s'applique. C'est voilà. ça. Rudy Kazi, toi, tu vas nous parler d'un projet de loi, je crois. Oui, tout à fait. Il s'agit donc de la PPL Fauvergue-Thourot, dite la loi pour la sécurité globale. Et on en parlera tout à l'heure aux alentours de 17h30. Et à 17h, nous aurons un invité. Il s'appelle François Burgat, que vous connaissez, du moins j'espère. Oui, tout à fait, bien sûr. Islamologue, politologue, professeur émérite au CNRS. François Burgat sera avec nous dans quelques instants. À 17h, on va parler un petit peu de... Un peu décrié parfois d'ailleurs. Très décrié même, on peut le dire. pour utiliser un euphémisme. Oui, on se demandera pourquoi avec lui. Pour l'heure, voici le quiz. Le quiz. Avec mes petites questions quotidiennes sur la date. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre. Sarah, Rudy, amis auditrices, auditeurs, quel pays d'Afrique proclame son indépendance du Portugal? On est en 1975. 1975, ouais. La Guinée-Bissau? Non. L'Angola? L'Angola est une bonne réponse. Bon, en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Je cherche à présent un écrivain et un poète français mort en 1891. 1891. Ouais, 1891. Poète et écrivain français. J'ai pas révisé mes classiques. Qui c'est? Je sais pas. Langosha. Il y en a tellement. Arthur Rimbaud. Ah ben voyons. Bah voilà. Ouais. Oui. Bah, on aurait pu tous les sortir, mais il y en a beaucoup, tu vois. Je cherche à présent le père de la Turquie moderne, mort en 1938. 1938? Oui. Je suis pas un expert de la Turquie, désolé. Moi non plus, Langosha. Mustafa Kemal. Je connaissais pas. J'aurais même pas trouvé. Je cherche un ancien résistant. Je cherche un ancien résistant français et homme politique français. Lui, il est mort en 2000. Il a été maire de Bordeaux pendant de nombreuses années. Mince. Alors là, c'est Chaban-Delmas. Ouais, bonne réponse. Bravo. Jacques Chaban-Delmas, c'est une bonne réponse. Je cherche à présent une actrice américaine née en 1969. Comme indice, arrête-moi si tu peux. Et elle a joué aussi dans Grey's Anatomy. Rudy va trouver, c'est sûr. Arrête-moi si tu peux. Leonardo DiCaprio, il a le rôle titre. Arrête-moi si tu peux. Grey's Anatomy. J'aime pas Grey's Anatomy, je regarde pas. Moi, je vois pas la télé, donc... Je sais pas. Hélène Pompeo. Ça vous dit rien? Ah non, pas du tout, là. Bon. Ce genre de série-là, moi, ça me sort par les trous des... Oui, bah, ce que tu veux, en fait. Je cherche, et pour finir, un navigateur français né en 1955. Navigateur français. Ouais, Cousteau? Non. J'ai tenté. Hein. Ouais. Popeye. Non, c'est... Moi, je vous ai fait rire. Allez, j'en ai un dans l'esprit, mais j'ai du mal à... balance. J'ai du mal à... C'est pas Cousteau. Bruno. Solo. Non, il n'est pas navigateur. Je sais. Punaise. Allez, Rudy. Bah, il a gagné le Vendée Globe plusieurs fois, etc. Oui. Là. Oui. Franchement, j'ai un trou béant. Bruno Perron. Ouais. Bah voilà.
C'est ça. C'est Il a pas l'air convaincu, je le vois, il a pas l'air convaincu. C'est comme ça, mon Rudy. Voilà. Bah, il y a des jours avec, il y a des jours quand c'est sans. pressé d'arriver en émission, tu muscles plutôt les jambes que l'esprit. Et tu vois, faut laisser la pression C'est retomber. l'esprit qu'il faut muscler, tu vois, quand on vient en émission dans le LGF. T'inquiète pas, je me suis préparé, t'inquiète. J'espère que vous allez bien, les amis. Ravi de vous retrouver encore une fois en ce 10 novembre. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Les profs sont dans la rue aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un mouvement de grève qui s'est entamé ce matin pour dénoncer les conditions sanitaires dans les lycées, mais aussi les collèges. Les profs sont inquiets, les élèves aussi. Et je vous informe que Jean Castex fera une nouvelle intervention jeudi soir à 18h après un 44e conseil de défense. 44e conseil de défense quand même depuis janvier. C'est du jamais vu. Conseil de défense qui d'ailleurs interpelle puisque a priori nous ne sommes pas en guerre, à part peut-être le lendemain où il y a... Si, Macron avait dit nous sommes en guerre sanitaire. Et il a changé son fusil d'épaule au mois de septembre dernier. Il a changé son fusil d'épaule. En tout cas, en changeant son paradigme de communication, du moins. Ouais. Mais conseil de défense se justifie dans une situation exceptionnelle de guerre. Et là, c'est plutôt une crise sanitaire. Donc, les dispositifs étatiques qui sont utilisés pour régler la question, parfois étonnent. D'autant plus qu'avec un conseil de défense, on est dans un huis clos qualifié de secret défense et on n'est pas toujours au courant de ce qui s'y passe, quoi. C'est ça. Donc, c'est un petit peu l'objectif d'ailleurs, c'est de ne pas savoir ce qui se passe dans ce conseil de défense. Ce qui est justifié en cas de guerre, mais pas en ce qui se passe, à moins qu'on lutte contre un Covid-19 qui est armé jusqu'aux dents et qu'on... Non, il y a des trucs quand même qui sont assez étonnants. Et je suis surpris que les parlementaires, en tout cas les personnes qui sont aux responsabilités, n'évoquent pas cette situation et ne saisissent pas forcément, des recours, quoi. C'est assez étonnant. Sarah, toi qui es lanceuse d'alerte, est-ce que le confinement occasionne des difficultés pour les sans-abri ou alors, tel qu'il n'est pas vraiment respecté, finalement, ça ne change pas grand-chose ? Alors déjà, effectivement, il n'est pas vraiment respecté. En revanche, ici, ça occasionne effectivement encore une fois des situations d'isolement. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites, donc je pense que ça ne va pas tarder, comme la disparition de certains. Je laisserai au comité des morts de la rue, qui fait un travail formidable, le soin d'annoncer tristement le bilan de cette situation. Ils n'ont toujours pas accès à certains points d'eau, parce que pour des raisons sanitaires qui se comprennent, par contre, et se respectent, il y a pas mal de lieux qui sont fermés. Pareil pour les lieux où ils peuvent se nourrir, tout simplement. Donc là, c'est pas aussi dramatique que lors du premier confinement, puisque c'est pas encore totalement respecté. Par contre, si les mesures viennent à se durcir, ça serait bien cette fois-ci de l'anticiper. Mais pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on l'anticipe. Et le zéro SDF dans les rues, promesse de Macron, on en est évidemment encore très loin. En 2018. J'ai envie de vous dire lol, comme dirait lors des vœux en plus annoncés. Et à la fin de l'année, ça s'est soldé par la crise des Gilets jaunes qui commençait. Voilà, et je vais vous dire une chose, le chiffre est alarmant, 250 000 sans-abri partout en France. Ce n'est que le début, puisque moi, je crois que ça se voit à ma tête, j'ai des cernes à n'en plus finir. Pourquoi ? Parce que je reçois tous les jours plusieurs alertes SDF mises à l'abri. Avant, je gérais les femmes et aujourd'hui, on se retrouve avec des situations innommables. J'ai des jeunes de l'ASE. Là, on a mis à l'abri un jeune qui s'appelle Adèle, qui a encore besoin d'aide. Donc, si jamais des auditeurs veulent nous aider à le soutenir, à prolonger ses nuits d'hôtel, le temps que des centres ouvrent, parce que là aussi, les centres sont pleins. Donc, on n'arrive plus à faire entrer des personnes dedans, c'est important. En plus, sans pouvoir réellement respecter les gestes barrières, puisque j'imagine que les protocoles s'adressent aussi à ces centres-là. Oui, non, mais c'est pas du tout respecté. Rudy, étant donné que quand il rentre, en fait, c'est le problème d'Adèle. Au départ, le 115 a été brillant, l'a appelé, lui a dit, vous rentrez, il n'y a pas de souci. Adèle a dit, écoutez, moi j'ai des problèmes de santé. Si la personne n'est pas contrôlée, je ne suis pas contrôlée. Et si la personne sort, mais qu'elle dort avec moi, moi je risque directement. Donc d'où pourquoi on l'a mis à l'hôtel. Problème, c'est que les hôtels sont pleins. Beaucoup ferme, il n'y a plus vraiment de place. Là, je gérais une jeune femme, Mélanie, qu'on avait mis chez un particulier, une femme formidable qui va s'en sortir, que j'ai récupérée dans une cachette à la Défense, c'est assez terrible. Et en fait, triste, ah non, mais la situation, elle est dramatique. Mais justement, Christophe, est-ce qu'il n'y a pas une exacerbation de la situation donc, de nos sans-abri et des personnes pauvres en France, justement? On va en parler dans un instant avec Sarah, qui va quand même, d'un point de vue positif, nous parler d'une loi. C'est ça, Sarah? C'est ça, exactement. Si cette loi est appliquée et respectée, elle peut sauver des vies. Elle va changer complètement. Il ne devrait plus y avoir de sans-abri dans la rue. Lol. Bon, eh bien, restez avec nous. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre tout de suite sur France Maghreb 2 avec Sarah Frick et Rudy Kazi aujourd'hui.
France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct. Voilà, des gens qui m'appellent en même temps quand je suis en la radio, c'est magique ça. Sarah Frick est avec nous, elle est lanceuse d'alerte, et Rudy Kazi, qui est lui conseiller municipal, mais aussi vice-président du collectif des élus binationaux. C'est bien cela, mon Rudy. C'est ça. Voilà. France, notamment. De France, absolument. Grande précision. Mes respects. Ah bah oui, voilà. Il est avec nous comme chaque semaine d'ailleurs. Sarah qui vient nous rendre une petite visite aujourd'hui, ça nous fait bien plaisir. D'autant plus qu'on va parler une nouvelle fois d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et on va parler donc des sans-abri et d'une loi que, si elle était appliquée, pourrait changer bien des données. On peut dire ça comme ça, Sarah. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer ? Je vous explique, mais je remets bien dans le contexte. C'est quand même mes amis de la rue qui m'ont alerté sur cette loi. Je ne vais pas m'inventer une connaissance que je n'avais pas. C'est Christian Page, le SDF 2.0 le plus connu, qui tient un journal intime sur Twitter, et Patrice, que nous aurons tout à l'heure. Il t'a appelé Christophe, qui est un journaliste de rue. Alors, ils m'ont expliqué qu'il y a une loi qui existe depuis De Gaulle. C'est De Gaulle qui l'aurait créé, je parle bien en conditionnel, du 11 octobre 1945. Donc c'était pour pallier aux répercussions de la guerre, finalement. Qui autorise les maires en France à réquisitionner des immeubles pour que plus personne ne dorme dehors. Aujourd'hui, nous avons 250 000 SDF. Et des nouveaux profils sont en train d'arriver à cause des expulsions. Donc il faudrait quand même, je m'adresse vraiment à tous les maires de France, peut-être actionner simplement cette loi et puis faire ouvrir des bâtiments. C'est aussi simple que ça, et mettre à l'abri nos SDF, en tout cas le temps de la pandémie. Tout simplement. Et sachant la période de froid qui arrive derrière aussi. C'est exactement ça. Donc entre la pandémie, entre le froid, entre la faim, entre la peur, parce que là ils sont terrorisés, hein. Ils ont vraiment peur. Et puis je vous dis, moi j'ai des nouveaux profils, c'est aberrant. Là j'avais une femme enceinte de 7 mois, après une expulsion, qui n'a pas été donc anticipée. Et là, j'en ai une autre. Alors, elle est sur Paris, mais elle a été récupérée par le 115. Merci au 115, qui fait un sacré boulot, mais qui est débordé. Et après, j'en ai une sur Marseille, Malika, qui en fait, vous voyez, on tombe vite à la rue, hein, une ancienne enfant de l'ASE. Elle a été victime d'un accident. Et elle a été complètement défigurée. Il suffit de voir le avant-après. De là, elle n'a plus réussi à travailler. Effectivement, elle n'a pas réussi à payer son loyer. Là, ils n'ont pas cherché à comprendre, hein, ils n'ont pas cherché pour le coup. Il y a eu une condamnation en bonne et due forme, et elle a été expulsée avec ses enfants. C'est terrible, ce sont là des drames qui se succèdent, Sarah, auxquels tu es confrontée à titre personnel, puisque tu es lanceuse d'alerte, tu es sur le terrain, bien entendu, de ces gens qu'on ne regarde pas, qu'on ne regarde plus. Oui. Voilà, c'est triste à dire, hein, mais c'est... Tu sais, Christophe, à l'époque, quand mes amis sans-abri me parlaient du fait qu'ils étaient invisibles, je pensais qu'ils exagéraient. Mais au final, ce qui est terrible, c'est qu'ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai interpellé le gouvernement de la meilleure façon possible. Je suis hyper positive, je suis une fille hyper positive. J'ai lancé une pétition, il y a 404 000 personnes qui me suivent aujourd'hui. C'est quand même pas rien. On va bientôt atteindre, j'espère, le demi-million. Ce sont mes attachés de com qui ont contacté les différents ministères concernés. Et je n'ai pas eu de réponse, alors que je suis lanceuse d'alerte et influenceuse. Donc, si déjà moi, je n'ai pas de réponse, comment eux vont avoir une réponse ? Un autre exemple, tout aussi choquant, mais encore une fois, il y a de belles âmes qui ont pris toutes ces personnes et qui essaient de les aider. Ça, c'est beau, les citoyens sont toujours présents. J'ai une dame, accrochez-vous bien les garçons, de 82 ans, très fatiguée mentalement, à Revel, avec sa fille trisomique, atteinte de trisomie 21, qui se sont fait expulser parce qu'elle n'arrivait plus non plus à gérer ses finances. Avec le Covid, tout a baissé. Effectivement, elle n'a pas réussi. Elle dort dans sa voiture. 82 ans. 82 ans. Quelqu'un peut m'expliquer ? Et que fait le gouvernement ? Pourquoi ils ne répondent pas ? Pourquoi ils n'agissent pas ? C'est compliqué. On a sorti des millions pour Notre-Dame, ce qui est tout à fait légitime. Hein. C'est quand même un monument qui représente notre pays. J'ai aucun souci avec ça, hein, je respecte. Mais ma foi, on peut sortir autant d'argent pour Notre-Dame, pour un monument, on ne peut pas sortir autant d'argent pour nos citoyens, notre nation ? Ouais, tout à fait. Moi, j'avais aussi alerté sur le sujet à l'époque, puisque beaucoup de grandes entreprises, des mécènes avaient déboursé beaucoup d'argent pour
venir en aide effectivement à la reconstruction de Notre-Dame, ce qui est tout à fait normal et qui est une très bonne chose. Et on s'est étonné effectivement de la facilité avec laquelle l'argent sortait pour aider sur ce sujet, tandis que voilà des associations il y a beaucoup de promesses, Rudy, qui n'ont pas été mis à exécution. Des associations comme l'Abbé Pierre accusaient le coup d'une perte, je crois à l'époque de 5 millions d'euros de baisse de dotation, dons en l'espace d'une année. Alors qu'on connaît le travail accompli sur le terrain. Ils sont incroyables. Mais même les petits pères des pauvres, etc., etc. Oui, et le 115, je veux dire, à un moment donné, le 115, ce sont des gens qui aiment leur boulot, qui ont envie d'aider, mais le 115, ils sont débordés par les situations. Il faut voir, en fait. Déjà, nous, les maraudeurs, nous sommes débordés, c'est pas notre boulot, on est des bénévoles. Mais eux, c'est leur boulot. Ils en peuvent plus. Moi, je reçois des messages où ils sont frustrés. Non, mais la question qu'il y a derrière, finalement, c'est quelle idée on se fait, nous, peuple français, et en particulier ceux qui nous gouvernent, de la pauvreté en France. Est-ce que c'est une variable d'ajustement de communication pour bien se faire voir et en France et à l'international en vue d'élections ou autre, ou est-ce qu'on a vraiment une volonté sincère de concourir au bien-être de ces personnes qui sont des Français, qui sont nos concitoyens? C'est la nation. Alors, on va accueillir, si vous le voulez bien, Patrice Hills qui est avec nous. Il est journaliste indépendant. Bonjour Patrice. Salut Christophe. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Je te présente Sarah, Salut, que tu connais. Salut Je mon présente pote. Rudy. Bonjour Patrice. Alors, comment vous vous connaissez tous les deux? Racontez-moi votre histoire là. Patrice, c'est un homme fantastique. Alors, il est plus SDF, il va vous l'annoncer, mais en tout cas, c'est un journaliste SDF brillant qui alerte à travers ses vidéos sur Twitter. Moi, je suis passionnée par cet homme. Et en fait, on fait partie un peu de la même famille, Patrice. Oui. On peut dire ça. Alors, Patrice, il paraît qu'il y a un peu de changement te concernant. Raconte-nous. Oui, une bonne nouvelle. Première semaine de décembre, j'emménage dans un appartement. Ah, super. Bonne nouvelle. Bravo. Mais je n'arrête pas le combat pour les SDF. Ouais. Il n'y en est pas question. Moi, nous sommes les 250 000, il va rester pendant longtemps, je pense. Raconte-nous ton histoire, Patrice. Ce hashtag avait été créé tout simplement pour alerter les politiques et tous les gens sur le sujet des SDF qu'on a un peu trop tendance à oublier. Patrice, raconte-nous ton histoire, si tu le veux bien. Ah, c'est compliqué. Je suis né en 66 dans l'Aisne, j'ai 54 ans. Ouais. J'ai un bac littéraire, 4 CAP, je parle 5 langues étrangères. Et j'ai découvert le journalisme il y a 5 ans de ça, pour un petit média, qui ne m'a jamais payé d'ailleurs. Et ensuite, j'ai obtenu une carte de presse internationale. Et la photographie, je fais ça depuis presque 14 ans maintenant. La photographie était une passion, c'est devenu un métier. Le journalisme était une passion, c'est devenu un métier. Voilà. Et Patrice, donc tu vivais dans la rue? J'étais expulsé de mon appartement début août. Récemment? Ouais, récemment. Et parce que je me suis retrouvé sans APL et j'ai pas pu payer mes loyers, donc je préférais payer mes factures et nourrir moi et mon enfant plutôt que de payer mes loyers, c'est logique. Comment ça se passe, Patrice, quand on se retrouve dans la rue? Quels sont les... Avec un enfant. Avec un enfant en plus. J'ai eu la chance que quelqu'un héberge mon enfant. Ouais. Mon enfant se retrouve pas à la rue, ça c'est clair. Mais pour moi, ça va, c'est pas trop dur parce que j'ai l'habitude. J'ai été SDF pendant quelques années. Quand j'étais jeune, j'étais SDF quelques années, donc je connaissais bien les rouages. Et puis je continue à fréquenter des SDF. Quand j'étais à Clermont-Ferrand, j'en fréquentais. Je continue à en fréquenter même ici à Montluçon, là où je suis en ce moment. J'ai une certaine expérience, mais certains l'ont pas. Enfin, on la vit différemment. Certains la vivent bien, d'autres la vivent mal. Certains plongent dans l'alcool et la drogue, d'autres plongent dans d'autres choses. Certains, comme moi, réussissent à avoir la tête au-dessus de l'eau. Ça dépend des gens, Christophe. Mais ça ressemble à quoi une journée de SDF, Patrice? Raconte-nous, parce que c'est important de savoir. Vous savez, nous, on vit dans notre petit confort et on ne sait pas réellement comment ça se passe. Le souci de manger, le souci de dormir ou manger. On l'a pas. Moi, le matin, c'est un petit café. Je vais chez ma petite amie, je bois le café, je discute un peu avec elle. Après, je vaque à mes occupations. Je vais faire mes papiers. Je vais embêter les services sociaux. Je vais embêter les bailleurs immobiliers. Embêter façon de parler, histoire de leur dire coucou, je suis là, pensez à moi si vous avez quelque chose. Ensuite, j'ai rencontré les SDF que je connais, bien sûr. Je vais leur serrer la main. Parfois, on se boit un café ensemble. Je bois pas d'alcool, je précise. Voilà. Et après, je vais, si j'ai quelques courses à faire, je les fais. Voilà. Et dormir dehors, moi, ça va, j'ai l'habitude, c'est pas trop dur pour moi. Mais il y a des matins où je me réveille où je préfère être au lit, au chaud, plutôt que dans mon sac de couchage sous ma toile de tente. Franchement. Surtout quand il fait moins 4 comme l'autre jour, ici à Montluçon. Oui, c'est même dangereux. Voilà, on sait qu'on arrive dans la période hivernale.
Et c'est vrai qu'on nous sensibilise beaucoup durant l'hiver concernant le SDF, mais il n'y a pas que l'hiver, Sarah, l'été aussi, ça peut être aussi très dangereux. Il y a plus de SDF qui meurent l'été et au printemps que pendant l'hiver, ça faut le savoir. Hein. Tout simplement, c'est la déshydratation. C'est pour ça que je me bats chaque été, on se bat avec nos amis pour distribuer des bouteilles d'eau. Alors certains me diront, oui mais moi aussi je galère financièrement, ok je t'arrête, tu prends une bouteille en plastique à la maison, c'est le cœur, c'est pas l'argent. Tu remplis avec l'eau du robinet, tu la descends en bas de chez toi, c'est une vie de sauver, n'est-ce pas Patrice? Ah tout à fait, boire c'est important. Enfin il y en a qui boivent de l'alcool, c'est leur souci, c'est pas forcément le mien. Mais c'est vrai que les SDF, quand il y a eu le confinement, ils pouvaient pas aller chercher de bouteilles d'eau parce qu'on les empêchait d'y aller. Ou parce qu'ils arrivaient dans le supermarché mal habillés, non vous rentrez pas, vous les agents de sécurité font souvent ça. Et moi parfois je sortais quand j'étais encore dans mon appartement à Clermont-Ferrand, j'allais faire mes courses. Bon j'avais l'avantage de pas avoir besoin d'autorisation de sortir avec ma carte de presse, j'étais tranquille. Ouais c'est vrai. Voilà. Mais j'allais au supermarché, si je faisais des courses, et je prenais un pack d'eau, et puis je la distribuais en ville à mes potes SDF. Voilà, parce que ou le mec qui faisait la manche que je voyais, tiens, voilà un pack d'eau, comme ça au moins tu auras de quoi boire, quoi, voilà. Donc, il y a plus de solidarité, il faut le savoir, entre pauvres, entre riches et pauvres. Hein. Oui, c'est-à-dire que le pauvre qui a pas beaucoup a tendance à être plus généreux que celui qui en a plus. Ah, largement. Moi, j'ai croisé des vedettes à Clermont-Ferrand, quand à un moment de ma vie j'ai fait la manche à Clermont-Ferrand, j'ai croisé des vedettes. La seule qui m'est donné quelque chose, c'est Valérie Dicker, l'imitatrice canadienne. J'ai croisé, par exemple, les Chevaliers du Fiel, quand j'ai dit « Ah tiens, les Chevaliers du Fiel », et je faisais la manche à un endroit de Clermont-Ferrand. J'en ai entendu un des deux dire « Oh, encore un clochard ». Alors, moi, je vais préciser une chose, Patrice. Moi, c'est ce que je constate et je suis touchée. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. En fait, les personnes ne savent pas comment aider. C'est très simple, hein, je te jure, c'est A plus B égale C. Ma petite vidéo de l'autre jour, par exemple. Voilà, mais moi, en fait, je suis entourée de personnes maintenant très bien placées, qui gagnent très très bien leur vie et qui vous oublient pas et qui veulent vous aider. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je vais mettre des actions en place. Je vais citer quelques noms. J'ai tout simplement Absatou de TPMP Femmes que j'ai rejoint. Cette femme envoie à chaque fois, elle est brillante, non mais elle est exceptionnelle quand même. Grâce à elle, j'ai des sociétés qui veulent m'offrir des gants, des bonnets, tout ça pour faire la distribution d'hiver. J'ai Natacha, Camille, j'ai la reine de la télé-réalité Magali Bertha, c'est ça, hein, je maîtrise pas bien les noms. Je connais pas moi tout ce qui est télé-réalité. Oui, mais c'est celle qui c'est Rudy, c'est pas moi. Non, moi non. Vous auriez vu la tête de Rudy? Ah non, pas du tout. En tout cas, voilà, elle me dit. Je me suis arrêté, t'as arrêté à Star Academy, je crois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, okay, effectivement. Bon, là, on a un autre niveau, et ce qui est beau, c'est qu'on pourrait croire qu'elles sont dans un monde. J'ai entendu parler elles sont extraordinaires, ces femmes-là. Moi, je vous le dis. Magali me dit tout simplement, écoute, Sarah, moi, je vois qu'en fait, j'ai plein d'influenceuses. Tu as peut-être besoin de vêtements pour ces femmes. Là, on parlait des femmes, hein, pour le coup, mais bientôt, ça sera les hommes, il n'y a aucun problème. Donc elle me dit ça va être très simple, tu viens à la maison, je fais venir toutes les influenceuses, et en fait c'est simple, tu récupères tous les vêtements. Mais allô. Donc il y a de tout maintenant. La question des femmes est importante aussi, parce que souvent dans la rue, elles sont victimes de viols, de harcèlement, les femmes sans abri. Ça, Patrice va nous en parler. Patrice, les femmes dans les rues, la difficulté des femmes dans les rues. Pardon, c'est pas le Covid. C'est pas le Covid, hein, c'est la globe. Oui, forcément. Bon, alors Patrice. Les femmes dans la rue, c'est très difficile pour elles. Ouais. Parce qu'elles se font automatiquement draguer par des SDF ou par des non-SDF. Ouais. Et tout de suite, les mecs, j'ai être cru, hein, Sarah, excuse-moi, ce qu'ils pensent, c'est à la bagatelle, les mecs. Oui, voilà. Et ça, moi, franchement, ça me gave. Quand je vois une petite nana qui fait la manche tranquille, il y a 2-3 mecs qui lui gravitent autour, j'ai envie de prendre mon pied et puis de leur mettre chacun un coup de pied aux fesses et leur dire, les mecs, cassez-vous, arrêtez, laissez-la tranquille. Ce sont vraiment mon père m'a appris une chose. Et feu, mon père, parce qu'il est au ciel maintenant depuis 20 ans, il m'a dit, tu sais, Patrice, une femme, qu'elle soit... Tu vois ce que je veux dire, Christophe, ou femme du monde, elle a le droit au respect. Et pour moi, quand on emmerde une fille comme ça qui fait la manche dans la rue ou qu'on cherche à avoir quelque chose d'elle, pour moi, c'est lui manquer de respect. Et je vais même aller plus loin, si vous me permettez. Il y a beaucoup de femmes, en fait, femmes SDF qui sont approchées par les cols blancs ou les sans-abri. Les cols blancs sont les civils. Et en fait, à un moment donné, à force d'être... agressées verbalement et sexuellement, puisque des viols à foison, mais au final, elles préfèrent finalement être maîtresses de leur corps et finissent par se prostituer. Quitte à être violées, autant que ça leur apporte de l'argent. C'est aussi simple que ça. Terrible. Patrice, on peut te suivre où exactement? Sur Twitter? Alors, sur Twitter, ouais. c'est Nopasalan.
c'est le fameux cri de guerre des républicains espagnols, @Patnis63. Suivez-le, il est génial ce mec. Patrice63, allez-y. Non, Patnis, Patnice. Ah d'accord, Patis, d'accord. Voilà. 63, allez-y, on va le suivre, on va aller liker tout ça, notre ami Patrice, et puis on te souhaite en tout cas un bon retour, j'allais dire, au show, en ce qui te concerne, et tu vas continuer de nous faire vivre un petit peu quelque chose que tu connais bien, la rue. Oui, voilà, je vais continuer à le faire. Ouais. Et puis, Christophe, j'ai un petit message pour toi personnel, que là-haut, il veille sur toi. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Non. Je t'embrasse en tout cas. Et Inch'Allah que vous continuez à faire des émissions comme ça fait plaisir. On va tâcher. Merci beaucoup en tout cas, et je t'embrasse et à très bientôt et bon courage. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, bon, voilà, un témoignage très fort en tout cas de notre amie, Sarah. Bah oui. Ouais. Je sais pas quoi dire moi en fait. Je suis un peu perdu pour tout vous dire parce que c'est des situations. On va pas se mentir. C'est des situations, Rudy, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et il est difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je déteste cette phrase qui dit « je me mets à votre place ». Tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un tant que tu n'as pas vécu la chose. Ouais, moi c'est vrai. J'ai pas, heureusement que pour moi que j'ai pas eu à traverser ce genre de situation. Après j'ai connu des personnes pour lesquelles ça a été le cas, que ce soit au travers de situations telles qu'on a connues via les migrants ou des personnes qui ont été à la rue qui en sont sorties, parce que je suis pas hyper investi dans l'humanitaire, mais à un moment donné j'ai eu à faire quelques actions dedans, donc c'est une situation qui me tient à cœur, et j'ose imaginer à quel point ça peut être difficile quand déjà tu es un civil qui a un toit sur ta tête, qui a de quoi pouvoir manger, mais qui en même temps est confronté à des défis de vie, parce que tu as des enfants, peut-être tu cherches du travail, enfin en tout cas, toutes les thématiques qu'on peut aborder sous forme de débat, mais qui à côté de ça sont des réalités tangibles et qui font souffrir les familles, parfois même occasionner des divorces, des situations très très tendues. À côté de ça, tu as des situations qui sont on va dire l'exacerbation de ces situations, à savoir la rue, avec tout ce que ça peut comporter comme danger, comme maladie, comme détresse, comme dépression, etc. C'est cauchemardesque en fait. C'est cauchemardesque. Déjà, c'est un cauchemar, mais là, vraiment, avec la pandémie, je crois qu'on a atteint les niveaux, et c'est malheureux parce Combien 4 millions de pauvres, c'est ça, au sortir du premier confinement ? C'est ça. Ouais. Et on ne sait pas parmi ceux-ci s'il n'y en a pas combien sont dans la rue. Et il y en a un certain nombre. Et ça continue, l'hémorragie continue. Au moment où je vous parle, regardez, Gina Alert, je vais vous la donner en direct. Quelqu'un connaît-il une bonne assistance sociale pour aider une jeune femme et sa fille à trouver un logement à la suite d'une expulsion? Là, maintenant, au moment où je vous parle, avant d'arriver, j'en ai une autre à Porte d'Aubervilliers. Autre chose, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-il prévu, ce sera plus français, pardon, pour les sans-abri par rapport à la pandémie? Vont-ils être testés? Vont-ils être C'est vrai qu'on n'entend rien là-dessus. Hein. C'est vrai. Non, ils sont déjà tellement dépassés, bon gré, mal gré, par rapport à la manière dont ils ont géré. Et donc, on a l'impression que finalement, ce prolétariat arrive toujours en fin de course. Même dans la gestion de la crise, en fait, il n'est pas tenu en compte, en fait. Et on n'en parle même pas. Non, mais Rudy, le premier confinement, on a alerté. Et c'est pas faute d'avoir vraiment alerté. Parle bien près de ton micro, ma Sarah. Oui, bien sûr. Voilà. On est nombreux à avoir alerté, vraiment. Et aujourd'hui, c'est le deuxième confinement qui va en plus se durcir dans peu de temps. Mais il n'y a rien, en fait. Donc, les SDF le disent eux-mêmes. Allez sur ma chaîne, Sarah Afrique d'ailleurs, et vous avez des témoignages de Christian Page. La prochaine fois, ça serait bien que nous l'ayons aussi. Il est incroyable. Le SDF 2.0, qui tient un journal intime incroyable de rue. Et en fait, le problème, c'est que les sans-abri, on ne sait pas qui a le corona, qui ne l'a pas. Au final, les gens... Ils ne sont pas dépistés, de toute façon. Non, pas du tout. Et les gens, donc, on est confinés, mais eux-mêmes le disent. Quand vous allez sortir, on va être là, nous. Mais du coup... on va vous le transmettre. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et pour dire les choses clairement, on s'en fiche, en fait. Ah oui, mais on s'en fiche. C'est un prolétariat qui est encore au plus bas de l'échelle. Il subit... D'ailleurs, en fait, ils sont invisibles jusqu'à temps, en fait, qu'ils viennent un petit peu s'aborder notre quotidien, notre métro boulot dodo quand ils font la manche, etc. C'est là qu'on les voit. Sinon, ils sont invisibles. Et dans le traitement de la crise, ils le sont aussi. Et ça gêne personne. Enfin, en tout cas, je parle de nos dirigeants, hein, bien entendu. Oui. Alors, Sarah, rappelons quand même donc cette loi dont tu nous as parlé. C'est si elle était appliquée, pourrait sauver... Rappelle-nous de quoi il s'agit. C'est important de... Bien sûr. Alors, c'est une loi que M. De Gaulle
donc a créé le 11 octobre 1945. Dont c'était le 50e anniversaire de sa disparition hier. N'est-ce et pas? dont on parle partout, puisqu'il y a une série qui est sortie tout récemment. Ce serait intéressant de lancer une alerte là-dessus, comme tu le fais, pour essayer de rebondir sur son anniversaire. J'ai lancé l'alerte le jour de son anniversaire. J'ai vraiment fait voilà. exprès pour le coup, Ouais. tu vois, avec 2 petits trucs. Et en fait, Ça, c'est cette bien, loi était donc faite pour les conséquences de la guerre, les personnes qui avaient effectivement perdu leur logement à cause des bombardements, tout ça. Enfin, bon. Mais aujourd'hui, cette loi existe encore. On peut l'activer. Les mairies peuvent activer ces lois-là, parce que le gouvernement, pour l'instant, avec tout le respect que je leur porte, il n'y a pas vraiment de solution et de réponse apportée. Donc, il suffit simplement de l'activer. Ça permet de réquisitionner des immeubles vides. Et il y en a. Et il y en a Beaucoup. Il y en a énormément. Si on se réfère à Paris, déjà, c'est énorme. Ah non, mais il y en a énormément. D'ailleurs, il y a des gens qui aimeraient bien ouvrir les halls d'immeubles, je ne vous cache pas. Sauf que nous, on leur déconseille de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, la loi se durcit et clairement, ils vont finir en prison. Donc, évidemment, là, récemment, il y a des dispositions qui ont été mises en place justement pour aider les propriétaires dont les logements sont squattés, là, d'ailleurs. C'est pour ça que vraiment, je déconseille aux personnes de le faire. Voilà, j'ai une personne que je ne vais pas citer, une personne qui s'est fait expulser aussi, dont je n'ai pas parlé et pour l'instant, je n'en parle pas. Qui a voulu reprendre possession de son appartement. J'ai demandé de quitter les lieux immédiatement. Immédiatement, parce que même si c'est légitime, je comprends, Bichette, mais il faut partir. Donc elle est partie, elle a tout laissé. Bon, voilà en tout cas l'occasion d'en parler et de continuer à être sensibilisé lorsque, en fait, le meilleur geste qu'on puisse avoir, Sarah, lorsqu'on croise des SDF, et on en croise tous les jours dans la rue, il suffit de regarder, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'ils attendent réellement? De la reconnaissance, un regard, un bonjour. C'est tout bête, bonjour. Et de la compassion aussi. Voilà, mais alors déjà, simplement la normalité. Salut, je m'appelle Sarah, tu t'appelles comment? T'es là souvent? Tu as besoin de quoi? Je sais pas, je te regarde, est-ce que, je sais pas, t'as besoin de chaussures, de chaussettes? Je sais pas, est-ce que tu as envie... Eux aussi ont le droit de se brosser les dents. Est-ce que tu as besoin d'une brosse à dents, d'un dentifrice? Dis-moi, tu as besoin de quoi? Je peux t'amener quoi? Et au fur et à mesure, vous faites connaissance avec lui, voyez, et vous créez un petit lien. Alors, si c'est une femme, faites attention. Si vous êtes un homme, laissez les femmes faire. Appelez votre chérie, votre sœur et votre cousine. Mais n'y allez pas, vous, ça ne sert à rien, elles ont trop peur. Par contre, les hommes, il n'y a pas de problème. Soyez prudents, gardez vos distances. Eux-mêmes le disent, ils nous protègent. Les sans-abri nous protègent, mais qu'est-ce que je les aime. Donc, gardez quand même vos distances. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes psychologiques, il ne faut pas avoir peur de le dire, ça je ne comprends pas, ce qu'ils font encore dehors. Donc, étudiez bien la personne avant d'agir, mais toujours sans jugement. Et ne les accablez pas, parce que des fois, il y en a, ils sont tellement tristes qu'ils n'ont plus envie d'être aidés. Je vous en supplie, ne les jugez pas. Juste un sourire et dites au revoir. Merci Sarah, merci beaucoup en tout cas pour ce très bon passage dans l'émission. Il y a les jeunes dont on n'a pas trop parlé, mais il y a les jeunes SDF aussi. C'est l'ASE. Mais là, il y en a plein. Là, non, mais là, Rudy, il y en a plein en fait. D'ailleurs, l'âge baisse de plus en plus. Il y a des gamins dans la rue, quoi. Ah non, mais excuse-nous, Christophe, c'est vrai, mais moi, j'ai Raphaëla Macha, une comédienne, vous voyez, c'est une comédienne, propriétaire de plusieurs appartes. En fait, m'a passé 2 appartes gratuitement jusqu'au mois d'avril. Et il y a donc d'un côté, on a une maman avec son fils Youssef, qui était donc une maman SDF, et on a Raphaëla, qui était une enfant de l'ASE, SDF. Malika, qui s'est fait expulser avec ses 2 enfants, est une enfant de l'ASE. Il y en a énormément, énormément. Ouais, des tragédies de vie, parfois. Merci d'être avec nous, de rester avec nous sur France Maghreb 2, Sarah Frick et Rudy Kazi. Dans un instant, notre invité, François Burga, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour échanger avec Sarah Frick, lanceuse d'alerte, avec Rudy Kazi, conseiller municipal et vice-président du collectif des élus binationaux en France, qui est avec nous aujourd'hui. Alors le sujet à la une aujourd'hui dans tous les médias, c'est rendre ou pas un vaccin qui apparemment est bientôt disponible, sera bientôt disponible, rendre le vaccin obligatoire. Est-ce que vous y êtes favorable? Ça m'intéresse de savoir. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs d'ores et déjà au 01 40 33 9000.
Rudy, est-ce que tu y es favorable à ce que la population, je sais qu'il y a quelques pays d'ailleurs qui rendent d'ores et déjà obligatoire, je pense au Maroc par exemple, le roi Mohamed VI qui va proposer très très bientôt une vaccination pour toute la population marocaine. Elle va être obligatoire, est-ce que tu y es favorable ? Non, moi, j'y suis pas favorable. Je pense que le vaccin, il doit être recommandé, très fortement recommandé, mais pas être obligatoire. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on vit une pandémie telle qu'aujourd'hui, qu'on a plusieurs reconfinements en France, mais aussi à travers le monde, qu'on est abreuvé tous les jours dans ce continuum d'informations à être servi effectivement par tout ce qui relève du Covid-19 et la peur et l'anxiété que ça suscite, je pense que ça suffit à pousser les gens à aller se faire vacciner. Ouais. Au regard à côté de ça, je pense qu'il faut faire attention à ne pas restreindre les libertés individuelles des gens, ce qui est déjà passablement le cas. Il y a toujours ces petites tendances-là, je dirais pas autocratiques, mais assez strict, on va dire, des États. Il ne faut pas verser dans les États gendarmes. Et je remarque aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on fait face à des grosses polémiques sociales françaises, la question des libertés individuelles, elle est toujours remise en fait sur la table. Ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, avec la loi anti-casseurs qui finalement avait été retoquée. Ouais. Ça a été le cas pendant la crise des manifestations pour les retraites, où effectivement on a évoqué le fait qu'une certaine partie de la population était, comme qui dirait, sacrifiée pour les intérêts d'une autre. Et on n'a pas tout dit d'ailleurs, hein, parce que voilà, tout ce qui était BlackRock, machin, les collusions entre certains, enfin en tout cas le président de BlackRock qui se faisait recevoir à l'Élysée, qui a même été décoré, etc. Toutes ces choses-là qui laissent à penser que c'est toujours certains qui profitent pour les autres. Et il y a une question aussi de liberté fondamentale atteinte aussi dans la question des retraites, parce que finalement il y a une dimension un peu arbitraire qui fait que certains seraient taxés plus que d'autres. Enfin après je ne vais pas revenir dans la tambouille de l'époque, dans un autre débat, mon Rudy. Non mais c'est le fait pour faire le lien effectivement avec cette liberté individuelle fondamentale qui est battue en brèche. Et là tout à l'heure je vais en parler de ce projet de loi qui, encore une fois, grignote là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut tout justifier pour pouvoir soigner les gens ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est assez grands les uns et les autres. On est instruits. En plus, en France, on est un pays instruit. C'est le pays des Lumières, etc. Pour savoir qu'on peut... voilà, il ne faut pas infantiliser les gens. Et ça, c'est une chose. Maintenant, par exemple, sur le vaccin, on sait que pour fabriquer un vaccin, il faut 10 ans. Là, en l'espace de 10 mois, on aurait déjà un vaccin. Bon, et les gens seraient obligés d'aller se... Non, si tu relis les revues médicales en la matière, c'est 10 ans maximum. Enfin, et là, on serait sur une courbe de 6 mois. Sur 10 à 6 mois. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que le vaccin, on ne l'a pas encore testé. Et on joue là-dessus parce que là, la bourse de New York a complètement explosé à l'annonce. Le CAC 40, pareil. Hein. Voilà, de l'annonce effectivement de ce vaccin. Ce qui permet encore une fois de comprendre la dimension spéculative de la médicamentation en France. Et on sait à quel point les lobbies du médicament et les laboratoires pharmaceutiques dans le monde sont plus dans la question du profit aujourd'hui, aller te vendre des produits qui ne font même pas, par exemple, l'objet comment on appelle ça, d'un brevet, juste pour vendre. Et là, on sait qu'ils vont s'engouffrer dans le truc. Donc, je ne suis pas un complotiste, mais à un moment donné, s'il y a des complotistes, c'est peut-être parce que le gouvernement manque d'explications très claires pour pouvoir rassurer tout le monde. Et là, il faut que le gouvernement puisse s'exprimer sur la condition donc des laboratoires pharmaceutiques et les collusions avec certains pouvoirs. Dans un instant, François Burgas sera avec nous. Il nous attend, hein, les amis. Il est déjà connecté avec nous. Sarah, la vaccination obligatoire, est-ce que ça te semble quelque chose d'envisageable ? Non, pas du tout. Moi, je suis pas pour qu'on nous oblige. Il y a beaucoup de pédagogie. Il faut rassurer les gens. Moi, personnellement, j'ai pas confiance. J'ai jamais eu confiance au vaccin. Je les critique pas. Je n'ai pas la connaissance. Mais on voit très bien qu'il y a des médicaments qui sont lancés dans le commerce et puis quelques années après, on découvre que ça a des conséquences sur la santé. Malheureusement, hein, il faut bien les tester. Donc là, je suis très intriguée par le fait qu'on ait eu ce vaccin aussi rapidement. Alors déjà, à la base, sincèrement, j'ai pas confiance. Là, j'ai encore moins confiance. Ouais. J'aimerais qu'on me laisse le choix de dire oui ou de dire non. Avant d'accueillir François Burgas, je vous propose d'accueillir Salima qui est avec nous. Elle est professeure d'anglais, n'est-ce pas Salima ? Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir à vos deux invités. Est-ce que vous êtes en grève ? Je voulais juste faire un petit clin d'œil à tous les collègues qui ont fait grève aujourd'hui. Vous y êtes vous-même ou pas, Salima ? Vous êtes en grève ou pas ? Alors oui, moi j'ai fait grève aujourd'hui, donc on s'est déplacé malgré tout au collège parce qu'on s'est arrangé, donc on a travaillé en groupe pour envoyer différents courriers, donc un courrier à la rectrice, un courrier donc à la PEP et la FCPE puisqu'on s'adresse également aux parents de nos élèves
et un courrier à Monsieur Blanquer. Donc c'est la première fois voilà que dans notre établissement c'est autant suivi. Donc voilà, je voulais envoyer voilà un grand coucou à tous les collègues de France et de Navarre qui ont fait grève aujourd'hui. Mais pourquoi vous faites grève, Salima? Pourquoi vous faites grève? Expliquez-nous, parce que... Alors, ce qui se passe, c'est que le protocole sanitaire tel qu'il est appliqué actuellement n'est absolument pas tenable. Nous, là, ça fait une semaine qu'on a repris depuis les vacances de la Toussaint. Tous les collègues sont absolument sur les genoux, puisque c'est nous, désormais, qui circulons de salle en salle. Donc, forcément, ça bouleverse notre organisation. Les élèves, évidemment, sont très agités parce que nous, on perd nos repères et nos élèves également. Et on est très inquiets parce que le nombre de cas positifs au sein de l'établissement commence à croître très rapidement. Ouais. Et donc voilà, on est inquiet voilà pour les collègues, pour les enfants, pour les familles des enfants, et surtout c'est que c'est absolument pas possible. On a des classes qui sont pas très très grandes et c'est très compliqué donc de respecter les distanciations sociales. Voilà, donc on a fait des propositions, à savoir pouvoir faire venir les élèves, voilà, un groupe le matin, un autre groupe l'après-midi. Donc ceux qui sont chez eux pourraient travailler en groupe, à la maison seule, donc on leur fournirait un travail, et l'autre groupe serait avec nous en classe, donc de façon à pouvoir être plus efficace dans notre façon de travailler avec les enfants. Bon bah Salima, on va suivre ça de près, et puis tu nous rappelleras pour nous dire un petit peu de quoi il en revient. Merci beaucoup Salima, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Je propose d'accueillir notre invité François Burgat qui est avec nous. Bonjour François Burgat. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. François Burgat, c'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai le plaisir de vous recevoir. Qui est François Burgat? C'est un islamologue, un politologue, entre autres, mais aussi directeur émérite également de recherche au CNRS depuis 2016. Et puis également, vous faites partie de différents, notamment, alors le CNRS, j'en parlais, chercheurs aussi à l'Institut du monde arabe. Vous êtes spécialisé d'ailleurs sur les études du monde arabe, du monde musulman, sur les courants pour être plus précis. Hein, c'est ça, François Burgat, sur les courants musulmans. Écoutez, j'espère que la présentation que vous avez faite, dont je vous remercie, est la bonne, parce que le son est catastrophique. Je pense qu'il y a un sort qui nous est jeté. Oui, je suis... J'aime pas qu'on dise de moi que je suis islamologue, je rectifie tout le temps, je suis politologue, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit essentiel pour expliquer ce qui se passe dans le monde d'entrer par la porte de la religion des acteurs politiques. Et bon, en résumé, oui, j'ai passé 24 ans, 25, je sais plus, de ma vie dans les sociétés dont j'avais l'ambition de parler. Et oui, les bouquins que j'ai écrits portent un peu tous sur ce phénomène, non pas de l'islamo-gauchisme, mais de l'islamisme ou de l'islam politique. Voilà, le dernier étant Comprendre l'islam politique, qui est paru à la découverte il y a déjà 2-3 ans de ça. François Burgat, justement, alors, question sur le discours qu'a prononcé il y a 3 semaines à peu près Emmanuel Macron sur sa fameuse loi, son projet de loi sur le séparatisme. Quel regard y apportez-vous ? Oui, mais c'est bien que vous commenciez par ça, parce que si on veut parler de ce qui se passe en France maintenant, bien sûr, le premier point dans la chronologie immédiate, c'est le discours des Mureaux. Et puis après, on parlera du discours de la Sorbonne qui a fait monter encore d'un ton. Le discours des Mureaux, quel est son contexte? C'est pas trop compliqué de le retracer. C'est la compétition électoraliste, quand on met iste à la fin, c'est un petit peu péjoratif. C'est pas électoral, c'est pas politique, c'est politicien, c'est électoraliste. La compétition électoraliste entre le président Macron et l'extrême droite. Le président Macron sait qu'il a été élu en mai 2017 par, on va dire, le centre-gauche. Il sait que ce centre-gauche s'est coupé de lui parce que ces politiques ont été jugées comme trop libérales. Les gilets jaunes sont passés par là. Il est coupé de la gauche. Il sait que s'il veut être réélu, il faut qu'il morde très largement, non seulement sur l'électorat de droite, mais sur celui de l'extrême droite. Donc, voilà, il se rapproche du discours de ce gisement de dividendes politiques qu'est la stigmatisation des musulmans de France. Et donc, aux Mureaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le discours des Mureaux? Non, on va être gentil avec le président Macron. Il y a deux choses dans le discours des Mureaux. Il y a ce qu'il a dit à la fin, à toute vitesse, et dont il n'a plus jamais tenu compte, mais qui était l'essentiel. Il a dit
ce séparatisme, c'est peut-être bien nous qui en avons fait l'essentiel. Après, il a dit, dans certains quartiers, nous avons concentré toutes les difficultés éducatives et économiques. Après, il a dit, il est exact que pour certains, la République n'a pas tenu ses promesses. Mais disons, ce tout petit passage qui est arrivé à la fin a été complètement occulté par l'idée principale qui était, l'islam est en crise dans le monde, partout. Et donc dire l'islam est en crise, ça veut dire c'est pas de notre faute ce qui se passe, c'est de la faute de l'islam. Et ce générique évidemment a été très très mal vécu par ceux qui l'entendaient dans le monde entier. Alors qu'est-ce qui s'est passé en peu de mots? On peut dire que auparavant il y avait en France, je sais que ce mot est contesté, mais il y avait une tension islamophobe qui était cantonnée dans l'extrême droite, dans la droite. Bon, ouais. Et puis la gauche s'était laissée un petit peu ronger. Le discours des Mureaux, ce discours est adopté par l'État. Il est repris par l'État. Quelle est la conséquence? La suspicion, l'opprobre républicaine ne touche plus les franges de la communauté musulmane où on assume un discours ou des pratiques de rupture. Il englobe la quasi-totalité des musulmans croyants. Donc c'est ça, la rupture des Mureaux, c'est ça. Le discours de stigmatisation des musulmans est adopté par l'État, il n'est plus cantonné à la droite ou à l'extrême droite, et ce discours adopte cette terminologie qui a été popularisée par l'ouvrage de Bernard Rougier, l'écosystème islamiste, c'est-à-dire on ne s'en prend pas qu'aux djihadistes, on ne s'en prend pas qu'aux salafistes, on ne s'en prend pas qu'aux frères musulmans, on s'en prend aux Bondi Blog, on s'en prend au CCIF. Hein. Et donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, Monsieur Burga? Justement, on parlait du CCIF, on peut aussi parler de Baraka City. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement qu'on n'a pas su voir depuis des années? Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un islam politique qui s'est peut-être développé? Alors, laissez-moi juste terminer la séquence historique. Après le discours des Mureaux, il y a le discours de la Sorbonne. Et dans le discours de la Sorbonne, et après je répondrai bien sûr à vos questions, le président a franchi une étape de plus. Et il est important de le savoir parce que c'est celle qui a généré la tension à l'international. Hein, c'est vraiment ce discours de la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il dit dans le discours de la Sorbonne? Au lieu de dire ce qui aurait été beaucoup plus malin, entre guillemets, ne me demandez jamais d'interdire les caricatures car je suis dans un pays où la liberté d'expression interdise que l'on interdise ce genre de pratiques, même si forcément nous ne les cautionnons pas tous. Mais il n'a pas dit ça. Il a glissé. Il était tellement focalisé sur les enjeux de sa compétition intérieure avec l'extrême droite qu'il a franchi le pas. Il a dit « Nous ne cesserons pas, nous ». Il s'est englobé dans ceux qui prônaient la publication de ces caricatures. Bon, donc voilà, là on est arrivé au sommet. Après, mais je n'évacue pas vos questions. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les réactions à l'international qui sont extrêmement violentes et qui font que le président va essayer de mettre la pédale douce. Donc il y aura toute une série de signaux. On entendra tout d'un coup le ministre des Finances dire « Oh, tout compte fait, ces caricatures, elles ne me plaisent pas ». On entendra Luc Ferry, celui qui, 8 jours avant, expliquait qu'enseigner l'arabe, ça fabriquait des terroristes, dire « Oh, identifier la liberté d'expression à une caricature obscène, c'était peut-être pas la meilleure communication, ouais. etc., etc. » Et le président va envoyer des émissaires aux 4 coins du monde qui vont d'ailleurs se faire très mal recevoir. Alors, est-ce que en se plaçant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce que dit le président? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce que disait Rougier sur les territoires conquis de l'islamisme? Bien sûr, il y a quelque chose de vrai. On le sait depuis toujours que dans les banlieues françaises, une frange de la communauté musulmane, à force de se sentir rejetée, a développé une contre-culture qui peut être porteuse d'une ostracisation de l'environnement qui l'a rejeté. Mais ce qui est très dangereux, c'est de faire porter la responsabilité à ceux qui, se sentant rejetés, adoptent un discours de rejet sans jamais se poser la question, comme l'a fait lucidement Macron dans le discours des Mureaux, de savoir si ce séparatisme, c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Donc oui, bien sûr, il y a des crispations dans certains compartiments de la communauté musulmane, mais encore... Bon, d'abord, il ne faut pas les hypertrophier. Quand vous entendez Macron nous décrire comme si c'était la réalité, les petits garçons séparés des petites filles, les hommes qui ne veulent pas voir les femmes, il y a une frange de comportement de rupture à l'intérieur de la communauté musulmane. Mais ce n'est pas la vie des banlieues, il faut arrêter, d'accord? Ouais. Donc c'est une stigmatisation, une hypertrophie de phénomènes
qui ne sont pas analysés, mais qui sont considérés comme le moteur d'un phénomène alors qu'il en est la conséquence. Le phénomène, c'est les dysfonctionnements de la répartition des ressources au sens plus large du terme, économique, médiatique, politique, entre les différentes composantes de la société française. C'est le fait que les musulmans, les banlieues, ne reçoivent pas leur part de la richesse nationale. C'est le fait que les musulmans sont complètement sous-représentés dans les médias, ou représentés par des marionnettes du nom d'un certain imam que je ne citerai pas, il est assez connu. Ouais. Donc voilà, oui, bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'il y a une tension identitaire qui traverse une partie de la communauté nationale, mais il ne faut pas inverser les causes et les conséquences. Monsieur Burga, il y a quand même une réalité quand même qui est face à nous, c'est cette vague terroriste qui a frappé à plusieurs reprises notre pays, avec ces images qui ont choqué quand même à l'échelle nationale. C'est notamment l'affaire de Samuel Paty, ce professeur qui a été égorgé, décapité. Décapité, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en France. Quand on est un État comme l'État français, on se doit de réagir, Monsieur Burga. Oui, chaque fois que vous répétez décapité, décapité. Bah oui, non, mais attendez, oui, mais c'est pas des images qu'on a l'habitude de voir, Monsieur Burga. Pardon, mais d'insister, mais décapité, oui, ce sont pas des choses. Mais bien sûr. Voilà. Mais fois qu'on se focalise sur les circonstances de la mort d'une personne, on fait exactement ce que veulent faire les leaders de Daesh. On veut avec un minimum de moyens, parce qu'ils ont un minimum de moyens. Ils sont suivis par extrêmement peu, par une infime frange des musulmans de France. Eh bien, on arrive à créer ce ressentiment qui va creuser la fracture. Cet attentat contre Samuel Paty, il est extraordinairement, ouvrez les guillemets, réussi. Il est réussi en ce sens que la mort d'une personne est en train de creuser la fracture que rêvent de creuser les dirigeants de Daesh entre 95% des musulmans de France et leur environnement. C'est ça qui est terrible. Donc effectivement, c'est terrible, les morts par terrorisme. Mais alors, encore une fois, si on veut maintenant aborder la problématique du terrorisme, la problématique de la violence, la problématique de la douleur, moi je serais tenté de vous dire, attention, ne gardez pas les yeux trop près de la violence qui se passe en France, faites un zoom arrière et regardez le contexte dans lequel intervient cette violence. Et vous verrez très vite que, je ne sais pas, le nombre de morts violentes causées par la guerre contre la terreur lancée par les Occidentaux à partir de 2001, il se compte fourchette basse 1 600 000, fourchette haute 2,5 millions ou 3 millions. Donc il n'y a pas une violence unilatérale, il n'y a pas les musulmans qui attaquent l'Occident, il y a une terrible fracture politique qui est alimentée par les pratiques de l'Occident dans le monde musulman et à l'égard des musulmans. Alors effectivement, si on contextualise cette violence, on a une chance d'arrêter la machine, non pas d'arrêter la main de l'assassin de Samuel Paty, d'arrêter la machine qui fabrique des gens du type de l'assassin de Samuel Paty. Vous êtes en train de nous dire que finalement, l'État français est à côté de la plaque, en fait. Pardon ? Vous êtes en train de nous expliquer que l'État français, dans sa méthode choisie pour lutter contre le terrorisme, est à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et cela nous est dit quand même par des gens qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas dans une posture réactive. Le problème actuellement du gouvernement, c'est pas qu'il cherche à résorber la fracture qui traverse le tissu politique français, c'est qu'il cherche à la cultiver pour en tirer des dividendes électoraux. Je sais que c'est très grave ce que je dis, mais je le dis très très lucidement. Il fait exactement le contraire, il exacerbe. Le président de la République n'a pas à dire « nous, l'État français, nous continuerons à assimiler la liberté d'expression à la publication d'une caricature obscène, sans aucun sens, sans aucune portée politique ». Non, il ne doit pas dire ça. Il doit dire « excusez-moi, je vis dans un pays où notre tradition est telle que je n'ai pas les moyens juridiques et je ne souhaite pas les acquérir d'interdire ce genre de provocation ». Mais il ne doit pas dire « nous allons continuer à publier ». Et il le fait. Et il le fait, et on se rend bien compte que dès qu'on sort de la toute petite atmosphère française, ça va générer des tensions absolument insurmontables. Au Sénégal, hier, il y avait des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Eh bien, je dis que ce qu'a fait le président de la République, c'est donner la priorité aux exigences de son combat électoral égoïste. Il veut rester 5 ans de plus dans la grande maison avec Brigitte.
d'accord, au lieu d'une gestion d'arbitre. Il s'en est expliqué sur Al Jazeera, M. Burga. Il s'en est expliqué, Macron, justement. Il dit ne pas avoir été compris. Il s'est exprimé chez nos confrères d'Al Jazeera. Oui, non, c'est pas nos confrères d'Al Jazeera, c'est la télévision de l'ennemi. Parce qu'on son allié chéri, là, vous savez, cet imam dont je voulais plus prononcer le nom, nous a expliqué qu'il avait suggéré au président Macron de s'exprimer sur la chaîne de télévision des Émirats et que les conseillers de Macron avaient dit quand on veut parler à l'ennemi, on va sur la télévision de l'ennemi. Vous voyez à peu près la performance en matière de communication. Il s'en est expliqué, mais pardonnez-moi, il n'a pas convaincu. Parce que c'est pas l'idée du blasphème qui est en cause. Moi, je m'en fiche à la limite du blasphème. Je suis prêt à entendre les deux arguments. On interdit, on permet. Moi, ce qui me choque, c'est que dans le temple de la liberté d'expression, dans le temple où on a le droit de blasphémer, où on est l'archétype de la culture française de la liberté d'expression, si vous faites comme ciné une plaisanterie qui est qualifiée, en l'occurrence à tort, d'antisémite, vous êtes vidé du jour au lendemain. Oui, ça c'est vrai. C'est le fils, parce qu'il avait caricaturé le fils de Nicolas Sarkozy, converti au judaïsme, et il a été effectivement viré. Deux mesures qui sont intolérables. Ce sont les 2 poids 2 mesures qui sont intolérables. Si demain vous me dites qu'on va s'accrocher à la culture du blasphème, je dis bon bah pourquoi pas, mais il faut pas que si vous faites le 10e de ce qui est fait quotidiennement en direction des musulmans à l'égard d'une autre religion, je ne sais pas laquelle vous choisissez, vous soyez littéralement carbonisé. Il y a 2 personnes en France qui ont été condamnées pour incitation à la haine raciale. Éric Zemmour. Dieudonné et Zemmour. Ouais. Et comparer le statut des deux, il y en a un qui est quotidiennement promu par tout le PAF et auquel le président de la République témoigne publiquement son respect, son attachement lorsqu'il subit une agression verbale, s'il vous plaît, dans la rue. Et il y a l'autre qui est littéralement carbonisé, qu'on est en train d'écraser sous les amendes. Et ne me faites pas dire que je défends Dieudonné. Vous constatez, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Monsieur Burga, parce que le temps passe très vite, il y a Rudy Kazi qui est à mes côtés, il y a aussi Sarah Frick. Vous avez des questions à Monsieur Burga, posées à M. Burga ici présent. Honneur aux femmes, Sarah. Merci. Alors moi j'ai 2 choses. Premièrement, 2 poids 2 mesures, 2 salles, 2 ambiances. On a l'histoire de Ménel, cette jeune fille qui a simplement évoqué une possibilité qui a été évoquée, je vous le rappelle quand même, par un grand nombre de personnes sur Twitter. Regardez la chasse aux sorcières dont elle a fait l'objet. Regardez ce qui s'est passé alors que vous avez des gens qui prônent les tirs à balles réelles. Excusez-moi, je le rappelle, elle n'a eu aucun souci. Bon, moi j'ai une question à poser, je ne saisis pas bien. Baraka City, je ne maîtrise pas le sujet. Je ne vous mens pas, je ne le maîtrise pas. Maintenant, il y a juste une interrogation. Et monsieur pourra sûrement me répondre. Est-ce que les identitaires, s'il vous plaît, sont dissous, c'est bien ça, existent encore ou pas officiellement? Plus que jamais, Sarah, plus que jamais, génération identitaire, vous en avez un paquet, oui, absolument. Mais ils ont été condamnés, donc pourquoi ils existent encore, en fait? Ils sont... Monsieur Burga peut-être à la réponse, je ne sais pas. 2 salles, 2 ambiances? Non, pas plus que vous, mais enfin, énoncer la question, c'est donner la réponse. C'est la vieille loi, c'est la loi structurelle des 2 poids 2 mesures. On pourrait parler pendant 2 heures, faire l'inventaire pendant 2 heures de la dichotomie honteuse qu'il y a entre le traitement des atteintes à une... C'est la liberté d'expression des plus forts qui est défendue, point barre. C'est pas la liberté d'expression en tant que telle. J'ai un souci, dites-moi si je m'abuse, excusez-moi, je me permets de vous couper parce que c'est très intéressant ce que nous sommes en train de dire là. Après, je laisse quand même la parole à mon collègue Rudy. C'est simplement que, me semble-t-il, les identitaires sont multi-condamnés pour être montés dans les Alpes et avoir fait ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? La mosquée de Poitiers, il y a bientôt la CAF de Bobigny. Alors, expliquez-moi, dans ce cas-là, pourquoi ils existent encore. On sait en plus qu'il y a des liens qui sont faits avec certains actes extrêmes. J'ai un peu de mal, alors je ne comprends pas. Là, je ne saisis pas, ça me dépasse. Alors moi j'ai une suggestion, il faut que votre prochain orateur invité soit un membre du Printemps républicain, c'est-à-dire ceux qui défendent cette dichotomie. Moi je la combats, donc je n'ai pas évidemment de réponse, je ne peux que m'associer au constat que vous faites et que nous sommes un certain nombre à faire. Mais nous ne passons pas, j'ai beaucoup de respect pour France Maghreb 2 Radio, mais nous ne passons ni sur CNN, ni sur BFM, ni même sur Arte, ni même sur France 2. Voilà. Nous sommes immédiatement qualifiés d'islamo-gauchiste. Oui, d'ailleurs, vous êtes un islamo-gauchiste, paraît-il, monsieur Burga.
effectivement, moi je revendique ce titre. Ah oui, d'accord, vous en êtes fier en plus. Bon, très bien. Rudy Kazi, question à Monsieur Burga. C'est pire que d'être judéo-droitiste. Vous voyez, on peut tous fabriquer des bêtises comme ça. Oui. Alors, effectivement, je revendique cette stigmatisation qui, pour moi, est un honneur. Parce que tous ceux qui l'emploient font preuve d'une indigence intellectuelle désolante. Malheureusement, ils ont les micros de la République, donc on les entend plus souvent que ma propre voix ou la vôtre. Rudy. Oui, donc ma question pour vous, Monsieur Burga. Il y a quelques années de ça, lorsque feu Jacques Chirac était encore de ce monde et en fonction, il avait fait un commentaire sur la liberté d'expression, notamment dans le cas de Charlie Hebdo, qui à une certaine époque dérangeait plus qu'aujourd'hui. Et il avait évoqué effectivement la capacité en fait de la France de pouvoir respecter entre guillemets les cultes, et que le sacré ne devait pas, enfin je le cite pas dans le texte, hein, mais ne devait pas faire l'objet d'attaques, notamment à la sensibilité entre guillemets des croyants. Il était président de la République. Aujourd'hui, vous avez fait référence à Emmanuel Macron, notamment dans le texte, ses différentes allocutions en la matière par rapport à sa loi du séparatisme. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on a un tel changement de paradigme entre ces deux époques, et alors que à l'époque on traitait déjà des questions de quartier par rapport aux révoltes des banlieues en 2005, et aujourd'hui on a en plus de ça la question du terrorisme, malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire, de se faire mieux entendre pour apporter des vraies solutions à ce problème? Sachant que moi j'ai mes solutions, mais j'aimerais connaître les vôtres. Mais merci de ce rappel. Vous auriez pu en faire un autre qui était encore plus spectaculaire. En 1967, celui dont nous fêtons, enfin dont nous évoquons le cinquantenaire du décès, le général de Gaulle, il a dit à propos d'Israël, petit État sûr de lui et dominateur. D'accord. Macron, il dit mon cher ami Bibi. Donc effectivement, en passant par Chirac qui avait émis quelques réserves sur la légitimité de l'identification de la liberté d'expression à des caricatures obscènes visant la catégorie de Français les moins bien représentés politiquement et médiatiquement, eh bien, quelle est l'explication? Il n'y a pas l'explication, c'est la France se droitise, la France se replie, la société française en profondeur se replie sur elle-même en proportion de la progression du vote Front National, puis Rassemblement National, puis les Républicains. Parce que entre ce que dit M. Retailleau et ce que dit Marine Le Pen, des fois on ne sait pas qui est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Burga, pardon de vous couper, j'ai une petite page de pub. On se la met tout de suite comme ça, on s'en débarrasse. Et j'aimerais aussi qu'on reparle un peu des tensions qui se sont un petit peu atténuées, mais qui quand même sont là, présentes entre la France et la Turquie. A tout de suite sur France Maghreb 2 avec François Burga, notre invité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. De retour en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec François Burga qui est avec nous. Il est politologue, il est prof émérite au CNRS, entre autres, parmi ses nombreuses activités. François Burga, j'aimerais quand même qu'on revienne sur un propos qui a été tenu dans cette première partie d'interview, qui m'a un peu surpris. Vous êtes quelqu'un quand même d'aguerri, vous êtes quelqu'un également intellectuellement parlant, voilà, vous êtes quand même à un niveau assez important, et j'ai eu l'impression, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on y revienne, si vous le voulez bien, lorsqu'on parlait de Samuel Paty, que vous aviez tenté de banaliser ce qui était arrivé, quelque chose qui n'est pas banal pour nous, François Burga, et c'est pour ça que je me permets de vous reposer la question, de tenter de banaliser quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui représente une image très forte pour les Français, Monsieur Burga. Mais non, j'ai pas banalisé. J'ai eu une réaction qui entend, et c'est depuis toujours la mienne, dépasser le stade de l'émotion négative pour passer à l'étape suivante. Comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Ma façon de respecter les victimes du terrorisme, c'est pas de hurler avec les loups qui démonisent ceux qui les ont frappés. C'est de s'interroger sur la façon la plus crédible, la plus fonctionnelle que nous pourrions mobiliser pour faire en sorte que la liste des victimes ne s'allonge pas. Lorsque Samuel Paty a été horriblement assassiné dans les conditions que l'on sait, le lendemain, j'ai écrit sur ma page Facebook « Je ne vais pas vous parler de l'horreur d'hier,
Je vais vous parler de la suivante. Ah bon, pourquoi vous allez nous parler de la suivante? Parce que je sais qu'elle va survenir. Pourquoi je sais qu'elle va survenir? Parce que je sais que la réaction collective des Français, population et institutions politiques, ne résoudra aucun des problèmes qui a fabriqué son assassin, mais au contraire va accélérer la machine à les produire. Bon. Voilà, c'est ça le sens de ma réaction. Merci d'avoir précisé. Non, mais ça méritait d'être précisé, M. Burga. Vous savez, les mots sont interprétés, vous le saviez mieux que moi. Voilà, on peut très très vite vous faire dire des choses qui ne... enseignant, ouais. Vous savez, j'ai pas de sensibilité ou de disponibilité intellectuelle particulière à l'égard de ceux qui décapitent les enseignants, d'accord? Bah oui, bien sûr. Je suis enseignant et donc j'ai des ambitions intellectuelles et donc je pense que le flot d'émotions à sens unique n'est pas la porte de sortie de la crise que traverse la France. Faites-moi un hommage. Retrouvez un Libération Rebond 1995. Ça s'appelle la recette du poseur de bombes. Ce raisonnement, je le tenais à l'égard de la violence qui était venue en France depuis la crise algérienne. Vous verrez, j'ai pas changé et je ne regrette pas de ne pas avoir changé dans ma disposition d'esprit pour répondre aux horreurs du terrorisme. Monsieur Burga, parlons un peu maintenant de la brouille entre deux États, la Turquie et la France, Erdogan et Macron, qui, on l'avait bien compris d'ailleurs dès le début, ne s'appréciaient pas beaucoup. Et là, pour le coup, c'est monté quand même d'un ton entre la France et la Turquie. Bon là, ça s'est un petit peu calmé, heureusement, j'ai envie de dire. Quel regard vous portez sur ces relations un petit peu du je t'aime moi non plus? Alors, les relations entre la France et la Turquie ont toujours été mauvaises. Avant l'arrivée de l'AKP, donc des islamistes au pouvoir au début des années 2000, il y a toujours eu une rivalité entre la Turquie, ancienne puissance impériale, et la France, nouvelle puissance impériale. Donc depuis toujours, il y a eu de la compétition. Elle s'est idéologisée, elle s'est aggravée, elle s'est envenimée à partir du moment où en Turquie a commencé la démonstration qu'on pouvait être un parti issu de l'islam politique sans pour autant amener la désolation et la régression. Parce que c'est quand même mon appréciation générale de la situation économique et politique de la Turquie. Et puis après, il y a eu des épisodes, il y a eu ce rejet méprisant des Français en tête de gondole sur le dossier de l'intégration de la Turquie à l'Europe. Ouais. Ensuite, il y a eu, bien sûr, l'attitude très complaisante de la France à l'égard des auteurs du coup d'État avorté de août 2016. Les Français savaient ce qui allait se produire, ils le souhaitaient. Alors évidemment, ça a considérablement dégradé. Et puis ensuite, il y a eu le dossier libyen. Ouais. Alors le dossier libyen, en quelques mots, moi j'entends dire tous les matins l'information turque, c'est complètement du baratin, c'est que des mensonges. Je vais vous dire, vous savez que j'ai un peu une propension à m'exprimer sur un registre provoquant. Si je voulais donner à des étudiants un récit argumenté, circonstancié de ce qui s'est passé en Libye et de l'implication des différents acteurs internationaux, je préférerais le récit d'Anadolu à celui de France Info. Et je le dis très crûment, d'accord? La France a fait en Libye, avant la Turquie, tout ce qu'elle a reproché à la Turquie de faire ensuite. Elle s'est ingérée, mais pas pour soutenir le gouvernement qui était porté par la communauté internationale, pour soutenir un apprenti dictateur soutenu par le dictateur d'à côté, Sisi et les Émiratis. La France s'est complètement engagée dans le camp de la contre-révolution arabe. Donc bien sûr, ça a exacerbé le différend. Et puis est venu s'y mettre l'incident maritime, et puis nous avons très récemment l'incident des élèves du CM2, s'il vous plaît, les élèves de 10 ans qui ont été arrêtés pour apologie du terrorisme et qui étaient des francs-foutures. Donc effectivement, et je vais vous dire une conclusion très provocatrice, c'est mon registre. Ceux qui visitent ma page Twitter verront que l'article qui est codé au début, c'est un article, je ne m'exprime pas souvent dans Le Monde, mais c'est un article où dans Le Monde, je disais « L'obsession des Français contre les forces de l'islam politique nous coûte extrêmement cher sur le plan diplomatique. » Eh bien maintenant, je vais dire, notre obsession anti-turque sur la scène internationale nous amène à prendre par pure attitude réactive des positions, soutenir Sisi, soutenir Haftar, soutenir les Émirats, soutenir MBS, qui seront à terme extrêmement coûteuses pour les intérêts bien compris. Soutenir le Qatar aussi, un petit peu, non ?
Pardon? Soutenir un peu le Qatar aussi, avec qui le Qatar a des privilèges aussi ici en France en matière de contrat. Mais moi, je suis désolé, je ne veux pas criminaliser la politique extérieure du Qatar parce qu'il s'appelle Qatar. Parce que le Qatar a été dans le camp des forces politiques qui sont sorties vainqueurs de tous les scrutins du printemps arabe. Et les Émirats, qui ont évolué, parce qu'au début, ils avaient une attitude peu claire en Syrie, se sont mis maintenant systématiquement à discréditer les candidats, les courants politiques, les frères musulmans, pour ne pas les nommer, qui ont été les porteurs des victoires électorales en Tunisie et partout ailleurs, et en Égypte. Pas parce qu'ils ont un différent idéologique, certainement pas. Simplement parce qu'ils savent que ce sont les candidats qui sont les seuls capables de mobiliser actuellement des majorités politiques oppositionnelles dans cette région du monde. Et nous nous sommes mis dans ce camp-là. Les Français sont retombés dans l'ornière du soutien au gouvernement autoritaire dont Sisi est l'archétype. Nous ne critiquons pas les gouffres d'atteinte aux droits de l'homme de Sisi, parce que la France, vous le savez, c'est Macron qui nous l'a dit, ne donne pas de leçons sur le terrain des droits de l'homme. Mais par contre, nous critiquons Erdogan, qui n'est pas parfait, j'ai jamais dit ça, mais qui est quand même à des années-lumière. Erdogan est à la tête d'un régime qui s'est fait battre à plat de couture dans la capitale économique et dans la capitale politique. Vous croyez que Sisi perdrait des élections au Caire? D'accord? Alors moi je veux bien qu'on traite Erdogan de dictateur néo-ottomaniste, mais il faudrait qu'on applique ces critères-là à Sisi que nous soutenons bec et ongle sur la scène internationale. C'est tout, c'est encore une fois le problème des 2 poids 2 mesures. Dernière question, Monsieur Burga, on dit de vous que vous êtes un proche des frères musulmans. Oui, ça me choque pas, si vous voulez, c'est une façon de stigmatiser. L'invective est toujours plus facile que le discours analytique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être proche des frères musulmans? Ça veut dire être proche des forces qui ont porté les efforts protestataires dans tout le monde arabe. Dans tout le monde arabe. Je vous défie de me définir une arène politique où il ne joue pas un rôle central maintenant. Et donc, les désigner à l'idéologique avec des catégories qui remontent aux années 20 ou aux années 30. Ah oui, ils ont critiqué Israël, oui, merci, et alors? Moi, je veux que l'on s'applique à critiquer les gens pour ce qu'ils font, pas parce que leurs ennemis nous disent qu'ils font. Or, le problème de l'information en France actuellement à l'égard du monde arabe, c'est que nous ne savons entendre que la voix de la petite frange des sociétés qui, dans la langue que nous comprenons, évidemment, on préfère le français, nous dit ce qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire du mal des frères musulmans. Eh bien oui, moi j'estime que c'est une terrible erreur stratégique, diplomatique, éthique et intellectuelle. Et effectivement, je milite non pas pour telle force politique, j'en ai rien à voir. Je ne suis pas croyant, j'espère que je ne vais pas trop décevoir certains d'entre vous. Donc je suis simplement un analyste rationnel qui, à la différence des autres, a vécu 25 ans dans les sociétés dont il pense pouvoir dire ce qui s'y passe, alors que d'autres mobilisent seulement leurs fantasmes, leurs peurs, leur ignorance et leur capacité d'amalgame. Voilà. Merci François Burga, merci beaucoup pour cette interview. On a bien cerné un petit peu le personnage et on peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Vous y êtes très présent. À très bientôt, Monsieur François Burga. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Bon, voilà, c'était François Burga qui était notre invité. Je sais que ça ferait débat avec beaucoup de nos chroniqueurs dont j'imagine sont à l'écoute et auraient aimé être là aujourd'hui. Déjà, monsieur Tariq Mami, déjà. Oui, par exemple. Ouais, Gamal, j'en passe et d'autres, Pierre-Henri, et puis ouais, et surtout même Emmanuel Dupuis en matière donc, de politique internationale. Voilà, en tout cas, voilà, il a le mérite, au moins, je veux dire, d'assumer ses positions, en quelque sorte. Voilà. Il peut. Oui, absolument. Alors, mon cher Rudy, on va passer maintenant à toi, puisque toi, tu souhaites revenir sur un projet de loi qui fait d'ores et déjà couler beaucoup d'encre, mon Rudy. Pourquoi souhaites-tu nous en parler? Et on t'écoute. Effectivement, ça fait couler beaucoup d'encre et je remarque quand même que sur certains mass médias, par contre, on n'en parle pas trop, d'où l'intérêt d'en parler à la radio, parce que nous, tu sais que l'information ne nous échappe pas. Il s'agit donc de la PPL Fauvergue-Thourot, dite projet de loi de sécurité globale.
Et donc c'est un projet, c'est une proposition de loi donc du parti présidentiel actuel, hein, bien entendu, rédigée par les députés En Marche, qui a été étudiée en commission des lois le 4 novembre dernier. Et elle sera débattue à l'hémicycle donc de l'Assemblée nationale à partir du 17 novembre. Et dans ce texte, les députés LREM proposent principalement d'étendre les pouvoirs judiciaires des polices municipales, à titre expérimental. Elle permettra à certains postes de police municipale d'exercer des compétences de police judiciaire pour une durée de 3 ans, mais aussi de créer une police municipale dans la ville de Paris et de favoriser l'essor de la sécurité privée dans le continuum de la sécurité dite globale. Cette proposition de loi, qui est en fait un projet de loi saisi par les parlementaires LREM, parce qu'en fait, un projet de loi est lancé par le gouvernement et la proposition de loi par les députés. Ouais. Donc elle prévoit aussi des propositions relatives aux revendications récurrentes par des syndicats, à savoir le port de l'arme en dehors des heures de service pour le fonctionnaire, la protection fonctionnelle du fonctionnaire en cas de poursuite judiciaire liée à l'exercice des fonctions, ou bien la fameuse demande de floutage des éléments d'identification des fonctionnaires de police dans les médias ou sur les réseaux sociaux. En l'espèce, il s'agit de l'article 23 de la dite PPL qui suscite le plus de crispation. Il dit ceci: le paragraphe 3 du chapitre 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinqui ainsi rédigé. C'est le langage juridique qu'il faut comprendre. Il est dit que est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique et psychique, l'image du visage ou de tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Le texte dit aussi ceci, que l'article ne fera pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes dans le cadre de procédures qu'elles diligentent d'images et éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale et d'un militaire de la gendarmerie nationale. En gros, la liberté de la presse serait préservée, ainsi que la possibilité de prouver par le biais de vidéos ou de photos amatrices ou professionnelles un usage excessif de la force de la part d'un agent des forces de sécurité. D'un côté, donc ça, c'est moi qui parle, c'est mon point de vue. D'un côté, le texte donne le sentiment qu'il laisse la liberté de la presse s'exprimer, puisqu'il interdit sans interdire, et d'un autre côté, il peut être sujet à interprétation. Prenons un exemple. Comment faire en sorte qu'une vidéo amatrice filmant en direct sur les réseaux sociaux une interpellation employant une force excessive des forces de l'ordre ne passe pas pour une vidéo appelant à porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre? N'aurait-il pas fallu peut-être une loi qui empêcherait de perturber une intervention de police en mettant à une distance de sécurité normée pour filmer? Bref. En tout cas, les syndicats du journalisme sont vent debout. Via un communiqué de presse, l'intersyndicale du journalisme a dit que le nouveau délit instauré par cette proposition de loi a pour objectif réel de restreindre le droit des journalistes et la liberté de la presse de manière disproportionnée par rapport à la réalité de la menace non étayée par les promoteurs de ce texte. Très clairement. En gros, il permettrait d'interpeller tout journaliste qui filme en direct une opération de police, de le placer en garde à vue et de l'envoyer devant un tribunal en saisissant son matériel professionnel. C'est déjà le cas, Rudy. C'est déjà le cas. Oui. Seul le tribunal sera à même de déterminer si l'intention malveillante est établie, le mal sera déjà fait. L'intersyndicale dit encore que ce texte, qui est une réponse clientéliste du ministère de l'Intérieur à la plupart des syndicats de police, vise également à empêcher la révélation d'affaires de violences policières illégitimes, souvent dissimulées par la hiérarchie fonctionnaire en cause, en faisant référence bien entendu au cas de Geneviève Leguet, manifestante de 73 ans grièvement blessée en 2019 lors d'une charge de police à Nice, exactement, et de Cédric Chouviat, entre autres, livreur mort lors d'un contrôle de police en janvier dernier. L'intersyndicale demande bien entendu, et on peut les comprendre, le retrait de cette proposition de loi et demande une concertation avec les représentants des journalistes, ce qui, de leur point de vue, n'a pas été le cas auparavant. Pour rappel, le 5 novembre, la défenseur des droits, Claire Hédon, récemment nommée, qui a succédé à Jacques Toubon, tout à fait, avait alerté sur les risques considérables, je la cite, d'atteinte à la liberté d'information soulevée par le texte sur la sécurité globale. Le syndicat Vigie-MI rappelle qu'il y a des lois qui existent déjà,
notamment par son secrétaire Alexandre Longlois, qui dit que pour nous protéger pleinement, nous aurions préféré l'application des textes déjà existants à un coup de com', c'est lui qui parle, ou pire, à un moyen de museler la liberté d'expression en France. Et il ajoute, pour mémoire, il existe l'article 222-33-2 du Code pénal sur le harcèlement qui prévoit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, ou alors, oui, il dit, alors oui, effectivement, l'amende est moins sévère et les caisses de l'État en seront tristes, mais la peine de prison est doublée par rapport à cette proposition de loi, l'actuelle. Et si une personne n'est plus sur la voie publique, en l'occurrence puisqu'elle ira en prison, nous, sur le terrain, nous sommes protégés. Il existe aussi l'article 222-18 du Code pénal qui prévoit une sanction de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas de menace de commettre un crime ou un délit, donc 2 ans de prison en plus. Un dernier élément majeur pour finir. D'après moi, je pense qu'il faut dire aussi que en faisant une proposition de loi telle que celle-ci et non un projet de loi, donc je fais bien la différence, projet de loi et non projet de loi, le gouvernement peut échapper à l'avis du Conseil d'État. Puisque le Conseil d'État est capable d'émettre un avis lorsque c'est le gouvernement qui fait un projet de loi. Sauf dans le cas où 60 députés ou 60 sénateurs peuvent faire un référé, mais auprès du Conseil constitutionnel pour des questions d'inconstitutionnalité. Mais surtout, en dehors de la facilitation de l'installation des polices municipales prévues dans la loi, ou bien la restriction de la captation des vidéos des forces de l'ordre en activité, il y a quand même la question de la sécurité privée dans le continuum donc de la sécurité qui pose question et qui n'a pas suscité d'amendement. Ou alors qu'il y a un tournant majeur qui se joue concernant la sécurité privée et qui est prévu dans ces articles de loi. Car renforcer la sécurité privée pourrait contribuer dans l'avenir à diluer le pouvoir de police dans l'espace public, voire même à le transférer vers des intérêts privés qui n'ont pas le même rapport de l'intérêt public que la fonction publique. Donc il y a quand même des choses la question que tu souhaites poser, auxquelles il faut faire attention. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que ce projet de loi est pour vous quelque chose qui fait avancer, qui aide la police, ou est-ce que c'est encore une fois grignoter sur les libertés individuelles Sarah, et les libertés de la police? Frick a la réponse peut-être. Moi, ma réponse n'engage évidemment que moi, mais là, ça me dérange encore une fois fortement parce que Cédric, il y avait une première version qui a été démentie par la vidéo. Je tiens à dire que le cousin de Cédric est un agent de police. Hein. Cédric Chauviat. Voilà, c'est-à-dire que même il a de sa famille dans la police et je peux vous dire qu'il ne le vit pas très bien. Ça, c'est un aparté. On a plein de situations comme ce monsieur qui a été jeté dans la Seine, hein, petite dédicace à mai 61, c'est quand même assez ignoble. Il a été traité de bico, il a été frappé, les agents de police rigolaient, disaient qu'un bico ne ça sait pas nager. Ça fait évidemment référence à la blague de Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas drôle du tout, mais bien raciste. S'il n'y avait pas eu les vidéos, vous pensez vraiment, non mais vraiment, qu'en fait ça aurait été rendu public, vous pensez vraiment qu'il y aurait des condamnations? Ou pardon, il n'y a eu aucune condamnation, c'était une blague. Donc tout ça pour dire que finalement ça me pose un gros problème d'éthique. Si Monsieur Darmanin, Monsieur Castex avait effectivement fait un vrai ménage dans ce beau métier qu'est la police. Je le rappelle, la fonction de policier est l'un des plus beaux métiers. C'est comme être pompier, c'est comme être médecin. C'est des gens qui sont censés nous aider, nous défendre et nous représenter. Donc, moi, j'ai un grand respect pour cette fonction. Mais dans cette fonction, on sait très bien qu'il y a énormément de dérives. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait à ce jour qu'on voit qu'il y a des forums où des agents de police se permettent, moi je suis outrée, se permettent de se moquer de ces jeunes qui ont été électrocutés il y a quelques années, de Adama Traoré, on en pense ce qu'on veut, mais voilà. Bon bref, des propos racistes à foison. Il n'y a rien eu à l'heure actuelle et ils voudraient qu'à côté, on ne dénonce pas les bavures. Alors moi... ma posture, elle est simple. Et je m'en excuse auprès de nos ministres. J'aurais voulu faire autrement. Si je suis témoin d'une scène qui me dérange, je me permettrai de filmer. Je ferai tout et je m'y engage sincèrement pour ne pas filmer le visage du policier. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas trop envie d'aller en prison. J'ai autre chose à faire. J'ai des sans-abri à aider. Par contre, je filmerai et je dénoncerai. Parce que je ne crois malheureusement pas aujourd'hui en notre institution policière. Je crois en partie
J'y crois, j'ai envie d'y croire, mais pour l'instant, les sanctions ne sont pas tombées. Donc, il faudrait faire le travail à 50% pour qu'il puisse y avoir quelque chose de l'autre côté. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire justement de ce que vous pensez de ce projet de loi et qui met effectivement en difficulté les journalistes qui sont sur le terrain pour filmer parfois des manifestations ou qui sont témoins d'une violence policière ou d'une scène d'interpellation très musclée. Ils ne pourront plus le faire en live en tout cas, parce que ça va être très compliqué de pouvoir filmer le risque, en tout cas, sans que l'on voit le visage du policier en question. Ça compromet en tout cas la liberté, davantage la liberté. Eh bien, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000, tout comme d'ailleurs répondre à cette question que je vous posais tout à l'heure, rendre le vaccin obligatoire pour le Covid-19, y êtes-vous favorable? Il y a certains hommes politiques qui ont d'ores et déjà commencé à dire oui, à l'image de Yannick Jadot. C'est très étonnant, mais il l'a fait quand même. A tout de suite sur France Maghreb 2 pour la suite et fin de ce grand forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, Sarah Frick est lanceur d'alerte, Rudy Kazi, conseiller municipal et vice-président du comité des élus binationaux. Des élus binationaux de France. Oui, c'est BIF. C'est vrai, laisse-moi le dire aussi. Attends, Rudy, calme-toi. T'as commencé en disant le comité, donc il est chaud. C'est pas grave, le collectif. Pas de souci, c'est collectif. Ouais. Merci Rudy Kazi. Je suis un peu perturbé moi depuis tout à l'heure. J'avoue que François Burga m'a un peu laissé sur ma faim. Je vous le cache pas. Ça sera que revanche qui se fera bientôt. 01 40 33 9000. Sarah, tu voulais rajouter un truc par rapport à ce qui vient d'être dit juste auparavant, sur le fait justement que filmer parfois des interpellations, ça peut être très bon aussi. Ça peut avoir mettre la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Je confirme, c'est-à-dire aussi pour les agents de police. Il y avait une vidéo qui a circulé sur Twitter il y a quelques temps. On voyait une femme qui avait l'air déséquilibrée. J'espère que maintenant elle est soignée, la pauvre. Et cette femme était sur le quai d'une gare avec un couteau. Et donc un agent de police a été obligé de la maîtriser. Au départ, beaucoup de personnes, et je peux le comprendre vraiment, mais bon, beaucoup de personnes dénonçaient le fait qu'il a utilisé la force. Mais en fait, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Ces vidéos peuvent servir justement à apporter la preuve de l'utilisation de la force dans certains cas de figure. Ouais. Alors c'est du 50-50. Alors moi je pense qu'on peut peut-être filmer sans forcément montrer les visages. En revanche, il faut avoir toutes les infos. Comme ça, s'il y a une bavure, on peut le dénoncer en espérant qu'il y ait sanction. Voilà. Tiens, juste pour rappeler un truc vite fait, Cédric, c'est quand, par exemple, en 2019, sur 146 enquêtes qui ont été conduites... Oui. Je t'ai appelé Cédric? Oui, t'as appelé Cédric. Ouais. Moi, c'est Martine. Ça va pas bien, mon frère. Oh, désolé, frérot. Je pense à un pote à moi, Cédric, certainement. Ouais. Je l'appelle. Donc, je disais, en 2019, sur 146 enquêtes qui ont été conduites, seulement 18 ont fait l'objet d'une ouverture d'instruction au regard du fait de la gravité et des faits et des blessures. Là, je parle d'enquêtes conduites par l'IGPN. Et 200... à quoi sert d'ailleurs l'IGPN? C'est ça, 290 enquêtes administratives, dont 270 bouclées, et donc et uniquement sur des manquements de déontologie. Donc ça veut dire que l'IGPN a plus de facilité à condamner, en tout cas on va dire à corriger effectivement ces agents pour tout ce qui concerne la déontologie. Mais après, en fait, quand ils font des signalements, derrière, en fait, ils peuvent transmettre le dossier au tribunal pour qu'il y ait indépendante, tout exactement, pour qu'il y ait une instruction. Mais en l'occurrence, il y a très peu d'instructions. Par les siens, c'est ça qui est problématique. Bah oui, c'est parce qu'en fait, c'est un collège de pairs qui c'est parce que en même temps, ça permet d'obtenir une paix sociale. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, la police, c'est un très beau métier, mais lorsqu'effectivement il y a des brebis galeuses, lorsqu'un fruit malheureusement est pourri à l'intérieur de cette entité, c'est très difficile d'en sortir. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait faire comme... Excuse-moi, Christophe et pas Cédric. Je te taquine. Merci. N'est-ce pas? Non, moi, je pense qu'il faudrait vraiment avoir une entité indépendante à la police, avec l'accord de l'État et de la police, ça va de soi, pour juger
n'est-ce pas, d'une bavure ou pas. Mais déjà qu'on saisisse directement la justice sans passer par l'IGPN. C'est ça. Et c'est ça qui est assez... C'est très important, ça. Tu as raison de le rappeler. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a la question aussi de... Mamadou qui attend là depuis tout à l'heure. Non, juste un dernier truc. Mais non, mais Rudy, par rapport à la captation des images, il y a la question aussi aujourd'hui que les policiers portent eux-mêmes des caméras pour filmer. Mais le truc de la loi, ce serait qu'ils puissent l'activer un peu comme ils veulent. Donc, bon, Mamadou s'est barré, voilà. Il nous appelait de Grenoble, il souhaitait nous apporter des petits éléments peut-être sur ce qu'il a écouté. Reviens. Pardon. Oui, reviens, il y a parce des... qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. 01 40 33 9000, bien entendu, pour nous parler de ce futur projet de loi. Ou alors, est-ce que vous êtes favorable ou pas à la vaccination du Covid-19 ? On en parle de plus en plus. En tout cas, c'est le sujet à la une de tous les médias aujourd'hui. C'est doit-on rendre obligatoire la vaccination ? Il y a quelques responsables politiques, comme je vous disais tout à l'heure, à l'image de Jadot, ça m'a surpris ce matin, qui s'est déclaré favorable. J'avoue que les militants écolos sont un petit peu étonnés de cette prise de position de Jadot, qui n'a plus l'air j'allais dire on voit se creuser, j'allais dire, entre les militants de terrain et les instances de ce parti Europe Écologie Les Verts. Voilà, on sent qu'il y a la présidentielle qui approche à grands pas. C'est un parti il y en a qui s'est déclaré d'ailleurs, vous avez vu, qui Mélenchon, se partisianise. Oui. Mélenchon a dit qu'il y allait. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. Ah bon ? Moi, ça m'étonne un peu quand même. Parce qu'il était un peu. Parce que, quand même, c'était peut-être le temps de passer la main, non ? Je sais pas. Ils ne savent pas s'arrêter, en fait, ces gens-là. Ils sont. Mais qui derrière pourrait reprendre le truc ? Il y en a plein, Maudit. Il y en a plein des gens de terrain qui sont capables de reprendre le truc. Justement, c'est pas des gens de terrain dont la France Insoumise aurait besoin. Je pense c'est des personnes présidentiables, des statures d'État. S'il vous plaît, on veut de nouveaux candidats. Il est temps que la nation se répare, que vraiment qu'il y ait une paix, qu'on redevienne comme avant. Donc, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les candidats, manifestez-vous. On a besoin de fraîcheur, on a besoin d'unité et d'amour. On a la fraîcheur avec Emmanuel Macron. Il est jeune, n'est-ce pas ? Oui. J'ai poney aquatique. Au revoir. Oui. et Sarah Afrique, en tout cas, va être très vigilante pour cette campagne 2022 sur ce qui va être fait, proposé pour les sans-abri. Mais elle fera d'ores et déjà attention aux promesses. Parce que le 0 SDF promis par Emmanuel Macron, on attendra encore. Je me suis fait avoir, j'ai pas honte de le dire, j'ai voté Monsieur Macron. Et cette problématique n'était pas au cœur de la campagne. Alors attends, intéressant. Tu t'es fait avoir, ça veut dire qu'en 2022, tu ne revoteras pas Emmanuel Macron ? Mais absolument pas. Et pourtant, j'ai du respect pour cet homme, il n'y a aucun souci. Et en face de Marine Le Pen ? Ah là, j'aurais pas le choix. C'est ce qui risque de se reproduire. On peut voter blanc, vous savez. Non, voter blanc, c'est risqué d'avoir encore pire. Oui, ce chantage... Comment il ne tient plus, ça ? Non, mais c'est pour ça, j'appelle aux nouveaux candidats. S'il vous plaît, la France est belle. C'est un chantage qui a encore de la force, en fait. Oui, pour certains. On aime notre pays. Il faut juste maintenant avoir des candidats qui vont nous permettre de réparer tout ça. Moi, je vous aime, Massara. Merci beaucoup, en tout cas. Et à très vite. Reviens quand tu veux, Massara. T'es chez toi ici. Moi aussi, tu m'aimes. J'ai bien entendu, regarde le jaloux. Jaloux, va. Mais t'es jaloux. Rudy Kazi. Merci beaucoup. Non, mais il est toujours plus gentil avec les femmes. Je me pose des questions. Mais c'est normal, tu m'as regardé, je suis tellement cute. C'est normal. Dans un instant, Medjahed je n'en disconviendrai pas. Dans un instant, il va fêter son anniversaire parce qu'il a vieilli, notre ami Medjahed. Avec Chernali, on va s'éclater.